Je me souviens encore précisément du son que cette épaisse feuille de carton a produit, lorsqu'elle a heurté la table à manger en acajou. C'était un vendredi soir frais, fin octobre. J'étais assis là, dans ma veste de travail en jean délavé, l'odeur légère et tenace de graisse de moteur et de solvants industriels s'accrochant encore à mes manches retroussées. En face de moi, mes parents étaient assis, leur visage rougi d'une fierté intense et éclatante, celle qu'ils réservaient habituellement aux miracles religieux. Ils venaient de remettre à mon frère aîné, Dorian, une épaisse enveloppe blanche. Quant à moi, ma mère, Deline, a simplement fait glisser une assiette tiède de charcuterie froide dans ma direction, sans même prendre la peine d'établir un contact visuel, tandis qu'elle prononçait la phrase qui a finalement brisé le dernier fil de ma patience. Elle a regardé mes bottes de sécurité usées, là, à l'intérieur. Elle a dit, tu devrais juste trouver un endroit pas cher à louer, Holden. Peut-être un petit appartement dans le quartier industriel, plus près de ton petit atelier. Ne te pousse pas trop à essayer de suivre le monde réel. Le monde réel? C'était un choix de mots fascinant. Laissez-moi vous brosser le tableau. Nous étions assis dans la maison de banlieue modérément agréable, et excessivement décorée de mes parents, à Charlotte, en Caroline du Nord. L'air était épais, imprégné de l'odeur d'un rôti coûteux, et du poids suffocant des attentes familiales. Dorian, qui avait 31 ans et se décrivait fièrement comme un PDG de start-up technologique, déchirait agressivement l'enveloppe. Dorian n'avait en fait jamais construit de produit à succès. Il avait passé les 8 dernières années à naviguer d'une entreprise ratée à l'autre, dilapidant l'argent des investisseurs en fêtes de lancement somptueuses et en voitures de sport louées. Mais il portait des costumes sur mesure, jonglait avec les mots à la mode de l'entreprise, et donnait à mes parents l'impression qu'ils avaient donné naissance à un visionnaire. Dorian a sorti le morceau de papier de l'enveloppe. C'était un chèque de banque. Ses yeux se sont écarquillés, et il a poussé un cri fort et odieux, claquant son poing sur la table si fort que les verres à vin en cristal ont tinté. 300 000 $. Mon père, Gideon, s'est penché en arrière dans sa chaise, bombant le torse comme un coq fier. Il a levé son verre de scotch. Il a dit, tu mérites une propriété digne de ce nom, mon fils. Un vrai PDG a besoin d'un manoir pour recevoir les investisseurs. Cette propriété d'1,5 million de dollars va te mettre sur la carte. Nous sommes si fiers de t'aider à l'acquérir. J'ai cessé de mâcher ma nourriture. La viande avait soudain un goût de carton et de décennies de ressentiment profond. 300 000 $. C'était un acompte de 20%. J'ai regardé mes parents, essayant de comprendre la folie absolue de ce dont j'étais témoin. Ils avaient 60 ans. Je connaissais leur situation financière. Ils étaient solidement de classe moyenne, ce qui signifiait que donner à Dorian ce genre d'argent impliquait qu'ils avaient complètement vidé leur fonds de retraite et avaient probablement contracté une deuxième hypothèque sur leur propre maison. Ils risquaient littéralement tout leur avenir pour financer la vie superficielle et factice de mon frère. J'ai posé ma fourchette, m'essuyant les mains sur une serviette. J'ai regardé mon père et j'ai demandé, êtes-vous sûr de cela? C'est un risque financier énorme. Qu'en est-il de votre retraite? Qu'en est-il des coûts d'entretien d'une maison d'1,5 million de dollars? Le sourire de Gideon a disparu instantanément. Il m'a fusillé du regard, ses yeux se plissant avec ce mélange familier de déception et de pitié. Il a dit, c'est exactement pourquoi tu as toujours du mal, Holden. Tu as la mentalité d'un simple ouvrier. Tu es habitué à compter chaque sou pour acheter des vis et des boulons pour tes sales machines. Dorian joue dans la cour des grands. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Tu ne comprendrais pas les investissements de haut niveau. Dorian a ricané, buvant une gorgée de son vin. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste fixé son chèque, complètement absorbé par sa propre réflexion. Il a dit, ne t'inquiète pas, Holden. Continue juste à faire ton truc de col bleu. Tout le monde n'est pas fait pour le sommet. J'ai regardé ma mère. Elle était occupée à réarranger les fleurs sur la table, faisant activement semblant que la tension n'existait pas. C'est à ce moment-là qu'elle a fait la remarque sur le fait que je devrais louer quelque chose de pas cher. Elle l'a dit avec une cruauté si désinvolte, comme si ma pauvreté était un fait établi et indéniable de la nature. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai juste souri, un sourire froid et vide, et j'ai hoché la tête. J'ai dit, tu as raison, maman. Je vais m'en tenir à ce que je connais. Ils m'ont dit de louer quelque chose de pas cher. Mais ils n'avaient absolument aucune idée que, juste là,
lourde dans la poche de ma veste tachée de graisse, se trouvait un jeu de lourdes clés en laiton. Des clés d'une vaste maison privée au bord du lac Norman, évaluée à 1 100 000 $. Et je n'avais contracté aucun prêt pour l'obtenir. Je l'avais payé en argent liquide pur et non frelaté. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment suis-je devenu le millionnaire invisible assis à une table de banqueroutier délirant? Pour comprendre la glace absolue qui coulait dans mes veines à cette table, il faut comprendre le musée de la douleur que mes parents avaient passé toute ma vie à organiser. J'étais toujours le bouc émissaire, l'enfant invisible dont le seul but était de servir de toile de fond contrastée à l'éclat de garçon en or de Dorian. Permettez-moi de vous ramener 7 ans en arrière. J'avais 22 ans. Alors que Dorian s'occupait de réseauter lors de soirées étudiantes, entièrement financées par mes parents, je me gelais les mains dans un garage délabré et non chauffé, essayant de construire une entreprise de logistique d'équipements lourds à partir de zéro absolu. J'avais investi chaque dollar que j'avais gagné en retournant des hamburgers dans une énorme excavatrice industrielle d'occasion et rouillée. C'était la clé de mon premier contrat commercial majeur. Si j'obtenais ce contrat, mon entreprise aurait enfin des bases solides. Mais 3 jours avant le début du travail, le bloc moteur a fissuré. J'étais dévasté. Le mécanicien m'a cité exactement 5 000 $ pour une réparation et des pièces de rechange urgentes. 5 000 $. Cela aurait tout aussi bien pu être 1 million. J'avais 73 $ sur mon compte courant. J'ai ravalé ma fierté. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents sous une pluie battante, mes bottes trempées, mes mains coupées et saignantes d'avoir essayé de réparer le moteur moi-même. Je me suis assis dans leur salon chaleureux et immaculé, et j'ai exposé mon plan d'affaires. Je leur ai montré le contrat signé. Je leur ai montré les revenus projetés. Je les ai pratiquement suppliés, à genoux, de me prêter 5 000 $. J'ai promis de les rembourser avec intérêt dans exactement 30 jours. Gideon a regardé mes bottes boueuses gâcher son tapis de couleur crème. Il a secoué la tête, un regard de profond dégoût sur son visage. Il a dit, Holden, nous ne jetons pas de l'argent par les fenêtres. Cette petite fantaisie de construction est une impasse. Le travail manuel n'est pas une carrière. C'est une punition. Tu dois grandir, vendre cette ferraille, et retourner au collège communautaire. Nous ne finançons pas tes échecs. J'ai quitté leur maison cette nuit-là, retournant à mon camion en panne sous la pluie glaciale. J'étais complètement brisé. Mais le lendemain après-midi, j'ai vu une photo publiée sur les réseaux sociaux de Dorian. C'était un gros plan de son poignet posé sur le volant d'une BMW louée. À son poignet, il y avait une toute nouvelle et brillante montre sous-marine Rolex. La légende disait, cadeau de fin d'études anticipé de la part des meilleurs parents du monde. Il faut faire bonne impression pour mes investisseurs de démarrage. 15 000 $. Ils m'avaient refusé un prêt de 5 000 $ pour littéralement survivre et construire une carrière. Mais moins de 24 heures plus tard, ils ont dépensé 15 000 $ pour un bijou afin que mon frère puisse jouer à faire semblant. C'est à ce moment précis que le Holden qu'il connaissait est mort. Le garçon qui voulait l'approbation de ses parents a cessé de respirer. À sa place, une machine est née. Je n'ai pas abandonné mon contrat. Je suis allé à un centre de dons de plasma et j'ai vendu mon sang. J'ai pris 3 quarts de nuit consécutifs dans une station-service louche, dans le mauvais quartier de la ville. J'ai mis en gage tout ce que je possédais, y compris mon matelas, et j'ai dormi sur le sol en béton de mon garage. J'ai réuni les 5 000 $ en 72 heures épuisantes et angoissantes. J'ai réparé l'excavatrice. J'ai terminé le travail. J'ai été payé, puis j'ai réinvesti chaque sou. J'ai acheté une autre machine, puis une autre. Puis j'ai commencé à les louer à de grandes entreprises de construction commerciale. J'ai appris les chaînes d'approvisionnement. J'ai appris les codes fiscaux. J'ai travaillé des semaines de 100 heures dans un silence absolu. Je n'ai plus jamais demandé un centime à mes parents. Et je ne leur ai jamais dit le moindre détail sur ma vie. Chaque fois qu'ils me posaient des questions, je leur disais simplement que je m'en sortais à peine, en faisant des petits boulots. Ils adoraient entendre ça. Cela validait leur narration. Avez-vous déjà été sous une pluie glaciale, les jointures en sang, luttant pour votre survie la plus élémentaire, tandis que vous regardiez votre famille jeter l'argent par les fenêtres pour un menteur? Avez-vous déjà ressenti cette trahison brûlante et spécifique qui change la chimie fondamentale de votre cerveau? Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà été le bouc émissaire,
car c'est un endroit solitaire où vivre, mais cela fait de nous des hommes monstres. À 29 ans, mon entreprise de logistique d'équipement lourd générait plus de 2 400 000 $ par an en revenus purs. Je contrôlais les équipements sur tous les grands chantiers de construction de l'État. J'étais riche, tranquillement, dangereusement riche. Et mes parents, ils étaient occupés à acheter un manoir d'1,5 million de dollars pour un gars qui ne pouvait même pas changer ses propres pneus. J'ai alors réalisé que je ne voulais plus leur amour. Je ne voulais même pas leur respect. Je voulais juste voir l'expression sur leur visage quand l'illusion se briserait enfin. J'ai quitté le dîner fatidique tôt, prétextant un quart tôt le matin à l'entrepôt. Gideon n'a même pas levé les yeux de son scotch, se contentant d'un geste de la main dédaigneux dans ma direction. Dorian était trop occupé à discuter bruyamment des comptoirs en marbre pour remarquer que je partais. Je suis sorti dans la nuit fraîche d'octobre, l'air frais et vif sur mon visage. Je suis monté dans mon camion. C'était un Ford F-150 vieux de 20 ans, cabossé, rayé et il lui manquait un enjoliveur. Mes parents pensaient que je le conduisais parce que j'étais piégé dans la pauvreté. La vérité était que je le gardais parce que c'était le tout premier véhicule que j'avais acheté avec mon propre argent. C'était un rappel de la pluie glaciale, des dons de sang et de la Rolex. Cela me maintenait ancré. Cela me maintenait affamé. J'ai tourné la clé, écoutant le rugissement familier du moteur, et je suis sorti de leur allée de banlieue étroite. Je n'ai pas conduit vers le quartier industriel. Au lieu de cela, j'ai pris l'autoroute et j'ai roulé 40 minutes vers le nord, regardant les lumières de la ville s'estomper dans les pins sombres et imposants de la région du lac Norman. Les maisons s'éloignaient les unes des autres, les allées s'allongeaient, et l'air sentait l'eau fraîche et l'argent ancien. J'ai tourné sur un chemin privé sinueux bordé de grands chênes. Au bout du chemin se trouvait un immense portail de sécurité en fer forgé. J'ai appuyé sur un bouton de mon pare-soleil, et les lourdes portes noires se sont ouvertes silencieusement. J'ai garé mon camion rouillé sur une longue allée pavée de gravier concassé. Et là, il était, mon sanctuaire. Une vaste œuvre architecturale moderne, faite de bois sombre, de verre et d'acier, assise sur 2 acres de propriété privée impeccable au bord du lac. C'était à couper le souffle, et c'était à moi. 1 100 000 $. Viré directement de mon compte d'entreprise au vendeur, il y a 2 jours. Sur le porche avant illuminé, tenant un dossier en cuir, se tenait Marigold. C'était mon agent immobilier de luxe, une femme vive, impeccablement habillée, d'une trentaine d'années, qui avait négocié l'affaire avec une efficacité impitoyable. Elle a souri quand j'ai garé mon vieux camion à côté de la porte d'entrée. Elle a descendu les marches, ses talons au claquant doucement contre la pierre. « Holden » a-t-elle dit, en me tendant l'épais dossier en cuir contenant les documents d'assurance finaux et le titre de propriété. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies conduit ce vieux camion pour conclure l'achat d'un domaine d'1 million de dollars. Tu es le client le plus fascinant que j'ai jamais eu. J'ai ri, signant la dernière page des documents sur le capot de mon camion. Le camion me garde honnête, Marigold. En plus, il a une grande capacité de remorquage. Elle a repris le dossier, levant les yeux vers les fenêtres lumineuses de l'immense maison. C'est une propriété magnifique, complètement privée. Vous savez, la plupart des gens qui achètent des endroits comme celui-ci organisent d'énormes fêtes. Ils invitent toute leur famille, font éclater du champagne, la montrent. Vous n'avez mentionné aucun membre de votre famille pendant tout ce processus. Prévoyez-vous une pendaison de crémaillère? J'ai regardé la maison. Les grandes baies vitrées reflétaient l'eau sombre et calme du lac. J'ai pensé au manoir de Dorian acheté avec la retraite sacrifiée de mes parents. J'ai pensé à la charcuterie glissée sur la table et au conseil de trouver une location bon marché. Non, ai-je dit doucement. Pas de fête de famille. Ma famille pense que je suis un ouvrier en difficulté qui a à peine les moyens d'acheter des courses. J'ai l'intention de garder cela ainsi. Marigold m'a regardé, le front plissé d'une confusion sincère. Mais pourquoi? Vous possédez une énorme entreprise de logistique. Vos finances sont impeccables. Vous générez des centaines de milliers de dollars de flux de trésorerie disponibles chaque mois. Pourquoi les laisseriez-vous penser que vous échouez? Je me suis appuyé contre mon camion, croisant les bras. Parce que Marigold, dans ma famille, le succès ne dépend pas de ce que vous réalisez réellement. Il s'agit du costume que vous portez. Ils veulent un fils qui joue le rôle d'un cadre supérieur très en vue, même si cela les ruine. Ils ont besoin que je sois l'échec,
pour que leur enfant en or paraisse plus brillant. Si je leur montre cette maison, ils ne seront pas fiers. Ils exigeront simplement que je la vende pour financer la prochaine fausse entreprise de Dorian. Marigold a hoché la tête lentement, un air de compréhension silencieuse traversant son visage. Eh bien, a-t-elle dit doucement, votre secret est en sécurité avec moi. Profitez de votre château, Holden. Vous l'avez gagné chaque centimètre carré, elle est partie, me laissant seul dans la vaste et silencieuse propriété. J'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée en chêne et je suis entré. L'air sentait le cèdre coûteux et la peinture fraîche. J'ai traversé les planchers en noyer importé, me tenant dans le vaste salon avec des plafonds de 6 mètres de haut donnant sur l'eau. C'était paisible. C'était une victoire. J'avais l'intention de les laisser vivre dans leurs illusions pour toujours. J'avais l'intention de rester dans ma forteresse privée, de construire mon empire dans l'ombre, complètement détaché de leur réalité toxique. C'était le plan, jusqu'à ce que mon téléphone sonne à 2 heures du matin, 2 semaines plus tard, et que la voix arrogante de Dorian résonne à travers le haut-parleur, me demandant de venir agir comme son service de déménagement personnel et non rémunéré. L'audace de ma famille ne connaissait vraiment aucune limite. C'était un samedi matin torride, le genre de chaleur du sud qui ressemble à une couverture humide enveloppant votre poitrine. J'avais prévu de passer la journée au bord du lac, à examiner de nouveaux contrats de location commerciale pour ma division de grues. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à faire tourner au ralenti mon vieux camion Ford dans l'allée du manoir nouvellement acheté de Dorian, évalué à $1,5 million, dans un quartier chic et excessivement bien entretenu. Mon téléphone avait explosé la nuit précédente. Dorian avait acheté des milliers de dollars de meubles italiens lourds importés, mais avait complètement refusé de payer les frais de livraison et d'installation, affirmant que c'était une escroquerie pour les pauvres. Gideon et Deline ont immédiatement proposé mes services. Ils m'ont bombardé de messages, me disant que c'était mon devoir absolu en tant que frère d'apporter mon camion et mon dos solide pour aider Dorian à s'installer dans son château. J'aurais pu dire non. J'aurais dû dire non. Mais une partie sombre et curieuse de moi voulait voir ce fameux manoir de près. Je voulais voir exactement ce pourquoi mes parents avaient hypothéqué leur vie. Quand je suis arrivé, Dorian se tenait sur le grand portique d'entrée, vêtu d'un pantalon en lin blanc impeccable et sirotant un jus détox vert. Il n'a pas offert d'aide. Il a simplement pointé du doigt un énorme tas de caisses dans l'allée, et m'a dit de faire attention au cuir parce qu'il coûtait plus cher que mon camion. Pendant 6 heures éreintantes, j'ai joué le rôle du paysan obéissant. Transpirant à travers mon t-shirt, j'ai porté d'énormes canapés, des tables à manger en chêne massif et des statues de marbre ridiculement lourdes, montant le grand escalier. Mes parents voltigeaient autour de Dorian, lui essuyant le front avec des serviettes et lui demandant si le stress de diriger le déménagement était trop pour son esprit brillant. Ils ont complètement ignoré le fait que je me brisais pratiquement la colonne vertébrale, portant une crédence de 136 kilos tout seul. Mais pendant que je transportais des meubles dans les vastes couloirs, mes yeux n'étaient pas sur les lustres coûteux ou les rideaux de velours. Mes yeux, entraînés par des années dans l'industrie de la construction lourde, scrutaient les fondations de la maison, et ce que j'ai vu m'a donné envie de rire à gorge déployée. La maison était un classique des promoteurs. Elle ressemblait à un palais depuis la rue, mais elle avait été construite rapidement, à bon marché, et entièrement sur une fondation de mensonges. Tandis que je transportais une chaise au cinéma maison du sous-sol, j'ai remarqué une fissure distincte et irrégulière courant le long du mur de soutènement en béton. Je l'ai tracée avec mon doigt. Elle était légèrement humide. J'ai levé les yeux vers les solives de plafond. Elles étaient trop espacées, déjà légèrement bombées sous le poids de l'énorme îlot de cuisine en marbre, directement au-dessus de nous. Cette maison était construite sur un sol argileux mou et non compacté. Le nivellement extérieur était complètement faux, dirigeant l'eau directement vers la fondation au lieu de l'éloigner. Pour l'œil non averti, c'était un défaut cosmétique mineur. Pour moi, c'était une bombe à retardement. Au moment où la forte saison des orages de Caroline frapperait, le sol se dilaterait, la fondation se déplacerait violemment, et toute cette illusion $1,5 million commencerait à se déchirer de bas en haut. J'ai fini de déplacer le dernier meuble vers 16 heures. J'étais couvert de poussière, de sueur et d'épuisement. Je suis sorti vers mon camion, attrapant une bouteille d'eau tiède de la cabine. Dorian est sorti, l'air incroyablement rafraîchi. Il a vérifié son reflet dans la vitre de sa voiture de sport louée, puis s'est dirigé vers moi. Il a fouillé dans sa poche de lin, a sorti un billet froissé de $20, et l'a jeté dans la benne de mon camion. Il a affiché un sourire aveuglément arrogant.
Il a dit, voilà, mon pote. Va t'acheter un pack de 6 bières bon marché. Je sais que les choses sont difficiles pour toi en ce moment. Continue juste à soulever des choses lourdes et à ne pas te causer d'ennuis. Qui sait? Peut-être que si tu économises pendant 10 ou 15 ans, tu pourras t'offrir un petit condo décent dans le mauvais quartier de la ville. J'ai regardé le billet de 20 $ posé sur le métal rouillé de la benne de mon camion. Puis j'ai regardé Dorian, fier devant son château en ruine, structurellement compromis. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas crié. J'ai ramassé le billet de 20 $, l'ai plié proprement, et l'ai glissé dans ma poche. Je lui ai souri chaleureusement. J'ai dit, merci, Dorian. J'apprécie vraiment le conseil financier. Profite de ta belle maison. J'espère qu'elle résistera à l'épreuve du temps. Je suis parti cet après-midi-là avec un étrange sentiment de paix absolue. Je savais exactement ce que ces fissures dans ces fondations signifiaient. Et je savais que la saison des pluies n'était plus que dans 4 petits mois. Il me suffisait de m'asseoir et d'attendre que la gravité et l'hydrodynamique fassent le sale boulot pour moi. 4 mois plus tard, le ciel au-dessus de Charlotte s'est ouvert et a décidé de punir la terre. Il a plu sans relâche pendant 3 semaines entières. C'était le genre d'averse torrentielle qui transforme les pelouses de banlieue en marécages, et teste l'intégrité de chaque structure du comté. J'étais confortablement assis dans ma maison du lac, sirotant une tasse de café noir chaud, regardant la pluie frapper les murs de verre de mon salon. Ma maison, construite sur un socle rocheux solide avec des systèmes de drainage de pointe, n'a même pas grincé. La maison de Dorian, cependant, perdait violemment sa bataille contre la nature. L'appel téléphonique affolé de ma mère est arrivé un mardi soir. Sa voix était stridente, complètement paniquée, et dépourvue de son ton condescendant habituel. Elle a exigé que je vienne immédiatement chez eux. C'était une urgence familiale. C'était une question de vie ou de mort. Quand je suis arrivé chez mes parents, l'atmosphère était d'une tristesse suffocante. Gideon arpentait le salon, se frottant les tempes. Deline était assise sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant bruyamment. Dorian arpentait la fenêtre, l'air pâle et complètement dérangé, criant dans son téléphone portable à un pauvre agent d'assurance. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, portant ma veste de travail sale habituelle. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Gideon a cessé de faire les 100 pas et a pointé un doigt tremblant vers moi. Il a dit, la maison de ton frère est en train de s'enfoncer. La fondation s'est déplacée ce week-end pendant la tempête. Le sous-sol a été inondé. La cloison sèche dans le hall principal s'est fendue, et la porte d'entrée ne se ferme même plus parce que le cadre est entièrement tordu. J'ai feint le choc. J'ai dit, oh non, c'est terrible. Avez-vous appelé la compagnie d'assurance? Dorian a jeté son téléphone contre le canapé. Il a crié, ils ne couvrent pas. Ils prétendent que c'est une exclusion de mouvement de terre causée par un mauvais nivellement préexistant. Le constructeur a déclaré faillite il y a 2 semaines et a disparu. La banque menace de réclamer le prêt si je ne répare pas l'intégrité structurelle immédiatement. Gideon m'a regardé, ses yeux injectés de sang et fous de désespoir. Il a dit, une entreprise d'ingénierie structurelle est venue ce matin. La maison nécessite un renforcement d'urgence de la fondation. Ils doivent enfoncer des pieux en acier profondément dans le substrat rocheux pour stabiliser toute la structure. J'ai hoché la tête lentement, faisant le calcul dans ma tête. J'ai dit, renforcer une maison de cette taille? C'est un travail énorme qui va coûter au moins 60 000 $. Delphine a cessé de pleurer et a levé les yeux vers moi. Elle a dit, 65 000 $, pour être exact. Et l'entrepreneur a besoin de l'argent d'avance avant de commencer le forage. Nous ne l'avons pas, Holden. Nous avons donné à Dorian tout ce que nous avions pour la compte. La start-up de Dorian a du mal à boucler son prochain tour de financement, donc son argent est bloqué. Je les ai fixés, le silence s'étirant dans la pièce. J'ai dit, c'est une situation très difficile. J'espère que vous trouverez une solution. Je me suis tourné pour partir. Attends, a aboyé Gideon, se plaçant directement sur mon chemin. Nous ne demandons pas de sympathie, Holden. Nous te disons ce que tu dois faire. Nous savons que tu as économisé de l'argent en vivant comme un rat dans la location bon marché où tu restes. Nous savons que tu as ce stupide camion et ces machines rouillées. Nous avons besoin que tu vendes ton équipement, que tu liquides toutes tes économies.
nous estimons que tu devrais avoir environ 15 000 $. Nous contracterons un prêt sur salaire à intérêt élevé pour le reste. » J'ai figé. J'ai lentement tourné la tête pour regarder mon père. Je voulais m'assurer que j'entendais cela correctement. J'ai demandé, « Vous voulez que je vende mon camion, les outils que j'utilise pour gagner ma vie, et que je vide toutes mes économies, pour payer la fondation d'une maison où je ne vis pas, pour un frère qui me donne 20 $ pour déplacer ses meubles ?» Deline s'est levée, ses larmes soudain remplacées par une indignation furieuse. Elle a crié, « Comment peux-tu être si incroyablement égoïste ? Dorian est la fierté de cette famille. C'est un PDG. S'il perd cette maison, il perd son image, ses investisseurs, tout. Tu n'es qu'un ouvrier, Holden. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour survivre. Tu es habitué à la difficulté. Dorian, non. C'est ton devoir de protéger la réputation de cette famille. » L'audace était si pure, si incroyablement toxique que j'ai laissé échapper un rire sec et retentissant. Il a rebondi sur les murs de leur salon. J'ai regardé Gideon droit dans les yeux. J'ai dit, « Absolument pas. Pas un seul centime. » Le visage de Gideon est devenu violet. Il a crié, « Tu es un petit raté pathétique et jaloux. Tu veux voir ton frère tomber parce que tu n'as jamais pu atteindre la grandeur. Sors de ma maison. Tu n'es pas mon fils. » J'ai souri. Un sourire véritablement terrifiant. J'ai dit, « Je partirai volontiers. Bonne chance avec le château qui s'enfonce, Dorian. » Il m'avait dit que je vivais dans une location bon marché. Il m'avait dit que je n'avais rien à perdre. Il m'avait dit que j'étais un échec. Bien. Il était enfin temps d'envoyer les invitations. Je suis rentré chez moi, à ma maison du lac, avec un sens de la clarté que je n'avais jamais connu auparavant. La colère avait disparu. À sa place, il y avait une précision froide et calculée. Je suis entré dans ma vaste maison, parfaitement stable, me suis servi un verre de bourbon de 20 ans d'âge, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le chat de groupe familial. Je n'y avais rien posté depuis plus d'1 an. J'ai tapé un message rapide et simple. « Salut tout le monde, je sais que les tensions sont très fortes en ce moment avec la maison de Dorian, mais je voulais juste vous faire savoir que j'ai enfin déménagé de mon ancien logement. J'ai trouvé une nouvelle situation de location bon marché plus au nord. Je prépare un petit barbecue ce dimanche à midi. J'adorerais que vous puissiez passer quelques heures. Cela pourrait être une bonne distraction. » J'ai appuyé sur envoyer. Je savais exactement comment il réagirait. Dans les 10 minutes, Delphine a répondu, « Nous sommes très stressés, Holden, mais nous viendrons. » Dorian jette un vieux matelas taché et une chaise de salle à manger cassée. Nous les attacherons au toit de la voiture et te les apporterons pour ton nouvel appartement. J'ai ri à haute voix. Ils étaient si prévisibles. Ils ne pouvaient pas résister à l'occasion de venir regarder de haut ma location bon marché et de m'offrir leur poubelle littérale en guise de charité. J'ai répondu par un simple emoji pouce levé. Je leur ai ensuite envoyé une adresse, mais j'ai délibérément omis le code du portail. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau principal de mon entreprise de logistique. C'était un entrepôt immense et animé, rempli de répartiteurs, de mécaniciens et de gestionnaires de comptes. J'ai monté les escaliers en acier jusqu'à mon bureau privé, qui surplombait l'atelier. Mon directeur des opérations, Orson, un homme brillant et chevronné de 45 ans qui me traitait plus comme un fils que Gideon ne l'avait jamais fait, est entré dans mon bureau. Il a jeté un épais dossier bleu sur mon bureau. Orson a dit, « Patron, nous avons reçu une demande d'offre d'urgence d'une société de courtage immobilier résidentiel. Une propriété massive en banlieue présente une grave défaillance de fondation due aux tempêtes. Ils ont besoin d'un renforcement d'urgence et d'une installation de pieux en acier. Ils sont désespérés. Ils veulent que nous envoyions nos plateformes de forage lourdes d'ici lundi. » J'ai ouvert le dossier. J'ai regardé l'adresse. C'était la maison de Dorian. Je me suis adossé à ma chaise en cuir, un lent sourire se répandant sur mon visage. J'ai demandé, « Qui est le contact client ?» Orson a pointé le papier. Il est écrit, « Le propriétaire est fauché, mais la banque force la réparation via un courtier tiers pour sauver l'actif. Le propriétaire assume directement la dette via l'entrepreneur. Puisqu'il s'agit d'un prêt d'urgence à haut risque sans garantie, à part une maison qui s'enfonce, le taux d'intérêt que le courtier nous propose est insensé.
18% d'intérêt composé mensuel, plus une énorme pénalité de retard. 18% d'intérêt sur une réparation d'urgence de 65 000 $ pour mon frère. J'ai levé les yeux vers Orson. J'ai dit, accepte l'offre, mais ne la fais pas passer par notre entité d'entreprise principale. Fais-la passer par CNB Holdings. CNB Holdings était une société écran filiale que je possédais entièrement, conçue spécifiquement pour les opérations de sauvetage résidentiel à haut risque. Mon nom n'apparaissait pas sur les documents publics. C'était complètement anonyme, à moins de fouiller profondément dans le registre de l'État. Orson a levé un sourcil. Il a dit, tu veux t'occuper de ce gâchis? Le propriétaire a une terrible cote de crédit. Et s'il fait défaut? J'ai souri, signant mon nom sur la ligne d'approbation du contrat. J'ai dit, s'il fait défaut, nous saisissons la propriété et l'actif. Mais crois-moi, Orson, je connais le propriétaire. J'ai le sentiment que ce sera le contrat le plus satisfaisant que cette entreprise ait jamais exécuté. Fais finaliser le contrat et envoie-le au courtier pour la signature du propriétaire dès aujourd'hui. Je veux qu'il soit pleinement légalement contraignant d'ici vendredi. Orson a hoché la tête, reprenant le dossier. D'accord, patron. J'ai passé le reste de la semaine à préparer le barbecue de dimanche. J'ai engagé une entreprise de traiteurs privés pour installer un immense barbecue sur ma terrasse arrière, donnant sur le lac. J'ai fait nettoyer ma Porsche et les garer en évidence dans l'allée circulaire, à côté de mon bateau à moteur. J'ai demandé à Maragold, mon agent immobilier, de venir en tant qu'invité. Et j'ai également invité Kyopi, ma conseillère en gestion de patrimoine, à passer prendre un verre. Je voulais un public. Je voulais des professionnels pour valider exactement ce qui allait se passer. Vendredi après-midi, Orson m'a envoyé un SMS. Contrat signé par le propriétaire. Légalement contraignant. Le forage commence lundi. Le piège était complètement tendu. Les mâchoires étaient verrouillées. Si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille toxique qui rabaissent constamment votre travail acharné, vous savez exactement à quel point ce moment était satisfaisant. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez prendre une seconde pour soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et laissez un commentaire, en me disant d'où vous regardez, votre ville ou votre pays. Chaque interaction aide à pousser ces histoires à plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Le dimanche matin est arrivé. Le soleil brillait, se reflétant sur les eaux calmes du lac Norman. J'ai enfilé une chemise en lin sur mesure, je me suis versé un verre de vin millésimé coûteux, et j'ai regardé les caméras de sécurité au portail d'entrée. Avez-vous compris exactement ce que j'allais faire? Continuez à regarder, car leur panique à venir allait être le plus grand divertissement de toute ma vie. J'étais debout dans ma vaste cuisine, un espace défini par des comptoirs élégants en marbre, et des armoires en acajou importées sur mesure, faisant tournoyer nonchalamment un verre de vin rouge millésimé très cher. Les immenses baies vitrées de ma maison du lac offraient une vue complètement dégagée sur les eaux tranquilles et ensoleillées du lac Norman. Mais mon attention n'était pas portée sur le magnifique paysage extérieur. Mes yeux étaient complètement rivés sur le moniteur de sécurité haute définition, discrètement monté au mur à côté du réfrigérateur en acier inoxydable. Les caméras de sécurité au portail d'entrée ont capturé un flux en direct d'une berline fortement cabossée et en difficulté, s'approchant lentement de la barrière en fer forgé. C'était la voiture secondaire de Dorian, un véhicule de secours bon marché qu'il utilisait lorsque sa voiture de sport louée était hors service, ce qui était fréquent. J'ai regardé la vidéo en direct, tandis que la voiture tournait au ralenti de façon irrégulière, une légère bouffée de fumée d'échappement grise dérivant dans l'air immaculé du quartier chic. À travers le pare-brise, je pouvais voir le chaos se dérouler à l'intérieur du véhicule. Gideon était sur le siège passager, tapotant agressivement l'écran tactile de son smartphone, se disputant clairement avec le système de navigation GPS. Deline était sur la banquette arrière, penché en avant, pointant frénétiquement les piliers de pierre imposants et élégants qui flanquaient mon allée. Dorian, agrippant le volant, avait l'air absolument épuisé et incroyablement confus. Attachés de manière désordonnée au toit de leur voiture, avec de simples cordes en nylon jaune, se trouvait un matelas dégoûtant, taché et bosselé, et une seule chaise de salle à manger avec une jambe cassée. Ils avaient réellement apporté leurs ordures littérales à mon domaine d'1 million de $, complètement convaincus qu'ils les livraient à un appartement misérable et délabré, dans un parc industriel dangereux. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message texte de ma mère, Deline.
Il disait, Holden, nous sommes complètement perdus. L'application GPS du téléphone de ton père fonctionne mal. Elle nous a dirigés hors de la ville, et nous a conduits 40 minutes au nord, dans le quartier de luxe du lac Norman. Nous sommes assis devant un immense portail en acier, dans le quartier des millionnaires. L'adresse que tu nous as donnée doit être une faute de frappe. Envoie la bonne adresse immédiatement, afin que nous puissions déposer ce matelas. Ton frère a un emploi du temps très chargé aujourd'hui, et nous ne pouvons pas perdre de temps à rouler autour de ces géants manoirs. J'ai lu le message 2 fois, savourant l'arrogance absolue qui s'en dégageait à chaque mot. Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre la réalité qui les regardait droit dans les yeux. Leur cerveau refusait d'accepter les coordonnées géographiques, car cela violait leur conviction profondément enracinée que j'étais destiné à la pauvreté. J'ai posé mon verre de vin sur le comptoir frais en marbre. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une très brève réponse. J'ai dit, il n'y a pas de faute de frappe, maman. Vous êtes exactement au bon endroit. Regardez simplement la caméra de sécurité, montée sur le pilier de pierre à votre gauche. J'ai regardé le moniteur, tandis que Deline lisait le texte. Je l'ai vu lever les yeux, ses yeux plissés par la lumière vive du soleil, fixant directement l'objectif de ma caméra haute définition. J'ai tendu la main vers le panneau de commande électronique sur mon mur, et j'ai fermement appuyé sur le lourd bouton argenté à l'écran. Les immenses portails en fer forgé noir sur mesure se sont ouverts lentement et silencieusement, révélant la longue allée balayée de gravier concassé qui menait à mon sanctuaire caché. La berline n'a pas bougé pendant 30 secondes entières. J'entendais presque les rouages de leur tête grincer, essayant désespérément de construire un récit logique pour expliquer pourquoi j'avais la capacité d'ouvrir les portails de sécurité d'un immense domaine au bord du lac. Finalement, les feux stop se sont éteints, et Dorian a lentement appuyé sur l'accélérateur. La petite berline pathétique a grimpé l'allée, les pneus crissant bruyamment sur le gravier blanc immaculé. Alors qu'il passait le dernier virage à travers les grands chênes, la magnifique vue complète de ma maison s'est enfin révélée à eux. L'architecture était un mélange étonnant d'acier industriel moderne et de bois rustique chaleureux, avec d'énormes murs de verre qui reflétaient la forêt environnante et le lac étincelant. L'aménagement paysager était absolument immaculé, entretenu à la perfection. Mais la maison n'était pas la seule chose qu'il regardait. Garé nonchalamment sur l'allée circulaire, directement devant les énormes portes d'entrée en chêne sur mesure, se trouvait mon véhicule. Pas le camion Ford rouillé et cabossé de 20 ans qu'il s'attendait à voir. Au lieu de cela, étincelante sous le soleil de l'après-midi, se trouvait une toute nouvelle Porsche 911 Carrera, achetée entièrement en espèces 3 mois auparavant. À côté, garé sur une remorque sur mesure, se trouvait un élégant bateau à moteur de 24 pieds de luxe. La berline s'est lentement arrêtée juste à côté de ma voiture de sport. Le contraste était absolument comique. Leurs affaires, transportant un matelas poubelle sur son toit, ressemblaient à une erreur tragique, assise devant un palais moderne. J'ai regardé à travers la porte vitrée, tandis qu'il sortait du véhicule. La bouche de Deline était légèrement ouverte, ses yeux balayant nerveusement la propriété immaculée. Gideon a ajusté sa veste, l'air profondément mal à l'aise, son visage pâle et tendu. Dorian est resté parfaitement immobile, fixant la Porsche, sa posture arrogante habituelle s'effondrant complètement. J'ai pu entendre leur voix chuchotée et affolée, s'échappant par les microphones extérieurs. Deline a chuchoté bruyamment, « Gideon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous ici? Holden a-t-il trouvé un emploi de gardien de sécurité sur place ou d'intendant ?» Gideon a secoué la tête, regardant nerveusement les immenses baies vitrées. Il a dit, il doit faire du gardiennage. Il a probablement convaincu un client riche de ses chantiers de construction de le laisser séjourner dans la maison d'amis, pendant qu'il voyage. Si les vrais propriétaires rentrent à la maison, et nous voient garer ici avec un matelas sale sur le toit, il va être renvoyé immédiatement. Dorian a ricané, donnant un coup de pied dans le gravier avec ses mocassins coûteux. Il a dit, typique de Holden. Toujours à faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. Se faufiler dans les maisons des riches pour organiser un barbecue pathétique. Lâchons simplement ces ordures à l'entrée de service, et partons d'ici avant que la police ne soit appelée. Je me tenais derrière la lourde porte en chêne, écoutant leur rationalisation désespérée et pathétique. Ils s'accrochaient à leurs illusions de toute leur force. Ils étaient sur le point d'apprendre que la gravité n'était pas la seule chose qui entraînait leur monde vers le bas. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté les poignets de ma chemise en soie sur mesure, et j'ai attrapé la lourde poignée de porte en laiton.
J'ai ouvert la lourde porte en chêne en douceur, sortant sur le grand portique en pierre. La douce brise de l'après-midi roulait du lac, faisant frémir les feuilles des chênes. Je ne ressemblais pas au Holden qu'il connaissait. La veste en jean tachée de graisse, les bottes de travail usées et éraflées, la posture épuisée, tout cela avait disparu. Je portais un pantalon en lin foncé parfaitement ajusté, une chemise en soie boutonnée sur mesure, et des mocassins en cuir italien. Je tenais mon verre de vin en cristal lâchement dans une main, projetant une aura de confort absolu, inébranlable. Les trois ont figé l'instant où ils m'ont vu. Ils se tenaient dans l'allée de gravier concassé, me regardant comme si j'étais un fantôme qui venait de se matérialiser de nulle part. J'ai souri, un sourire large, authentique, et profondément troublant. J'ai dit, bienvenue à tous. Je suis si heureux que vous ayez pu venir. Le barbecue chauffe déjà sur la terrasse arrière. S'il vous plaît, entrez. Gideon a été le premier à retrouver sa voix. Il a fait un pas hésitant en avant, ses yeux balayant anxieusement par-dessus mon épaule le vaste hall d'entrée résonnant de la maison. Il a baissé la voix en un chuchotement rude et réprimandant. Il a dit, Holden, qu'est-ce que tu fais? Es-tu complètement fou? Tu ne peux pas nous inviter dans une propriété. Tu fais du gardiennage. Si les propriétaires vérifient les caméras de sécurité et te voient te pavaner dans leur maison en buvant leur vin, tu seras arrêté pour intrusion. Deline a rapidement hoché la tête en signe d'accord. Serrant fermement son sac à main contre sa poitrine. Elle a dit, ton père a raison, Holden. C'est tout à fait inapproprié. Nous avons apporté le matelas pour ton nouvel appartement, pas pour ce musée. Dis-nous où se trouvent les quartiers des domestiques, afin que nous puissions décharger ces meubles et partir avant que tu n'aies de sérieux problèmes juridiques. Dorian a croisé les bras, appuyé contre sa voiture pathétique, essayant de retrouver son air de supériorité habituel. Il a ri d'un court son nerveux. Il a dit, beau costume, frérot. Tu as aussi pillé le placard du propriétaire? Sérieusement, c'est embarrassant. Prends ton camion, prends le matelas, et allons-y. Je n'ai pas le temps de jouer à faire semblant avec toi aujourd'hui. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon vin. Le liquide était riche et lourd sur ma langue. Je les ai regardés tous les trois, debout dans le gravier, complètement piégés dans leur propre réalité fabriquée. J'ai secoué la tête lentement. J'ai dit, il n'y a pas de propriétaires qui reviennent de vacances, papa. Il n'y a pas de clients riches. Il n'y a pas de quartier de domestiques pour que vous déposiez vos ordures. Je me suis retourné et leur ai fait signe de me suivre. J'ai traversé le grand hall d'entrée, mes chaussures en cuir claquant sèchement contre les parquets en noyer importés. Hésitants, réticents, ils m'ont suivi à l'intérieur. Ils sont entrés dans le vaste salon, les yeux écarquillés, alors qu'ils contemplaient les plafonds de 6 mètres de haut, la cheminée en pierre sur mesure, et la vue panoramique sur le lac étincelant, parfaitement encadré par le mur de verre. Sur l'énorme îlot de cuisine en marbre, se trouvaient 2 documents très spécifiques que j'avais sortis de mon coffre-fort de bureau à domicile, plus tôt ce matin-là. L'un était le titre de propriété officiel du comté. L'autre était la dernière évaluation fiscale de la propriété. J'ai marché jusqu'à l'îlot, j'ai posé mon verre de vin, et j'ai tapoté l'épaisse pile de papier avec mon index. J'ai dit, je veux que vous lisiez ceci attentivement. Gideon a froncé les sourcils, clairement agacé par mon ton, mais sa curiosité l'a emporté. Il s'est dirigé vers l'îlot en marbre, sortant ses lunettes de lecture de la poche de sa chemise. Il a pris le lourd acte notarié filigrané. Deline s'est penchée par-dessus son épaule, ses yeux se plissant, alors qu'elle essayait de lire le texte juridique. Dorian se tenait à quelques pas en arrière, faisant semblant de ne pas s'en soucier, mais sa posture était complètement rigide. J'ai regardé les yeux de Gideon parcourir le document. Je les ai vus frapper la ligne qui indiquait le propriétaire légal du domaine. J'ai vu le moment exact où son cerveau a cessé de fonctionner. La couleur a fui de son visage avec une vitesse terrifiante. Ses mains ont commencé à trembler si violemment que l'épais papier a tremblé, produisant un fort bruit de froissement dans la pièce silencieuse. Il a laissé tomber le titre de propriété sur le comptoir en marbre, comme s'il avait soudainement pris feu. Il m'a regardé, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Il avait l'impression de s'étouffer avec l'air. Il a haleté, ceci dit ton nom, Holden. Il dit que tu es le seul bénéficiaire. Delphi a arraché l'évaluation fiscale de la propriété du comptoir.
Elle a fixé les chiffres en bas de la page. Sa voix s'est brisée, s'élevant dans un aigu hystérique. Elle a chuchoté, valeur estimée, 1 100 000 $. Pas d'hypothèque répertoriée. Payé en totalité. Je me suis appuyé nonchalamment contre le comptoir, croisant les bras. J'ai regardé directement dans les yeux terrifiés et incompréhensifs de mon père. J'ai dit, avec un flux de trésorerie entièrement en liquide, « Papa, j'ai acheté cette propriété en pleine propriété. Pas de prêt, pas d'hypothèque, pas de fonds de retraite vidés pour faire semblant. Je possède chaque centimètre carré de ce domaine, jusqu'au substrat rocheux sous le lac. » Les réactions physiques étaient incroyables à observer. C'était comme regarder un bâtiment subir une démolition contrôlée. Gideon a trébuché en arrière, ses genoux visiblement fléchissants. Il a dû tendre la main et attraper le dossier d'un tabouret de bar en cuir, juste pour ne pas s'effondrer sur le sol. Deline a laissé tomber son sac à main, le coûteux sac en cuir heurtant le plancher en noyer avec un lourd bruit sourd, ses mains volant pour couvrir sa bouche ouverte. Dorian a finalement craqué. Il a marché jusqu'à l'îlot, repoussant sa mère, et a saisi les documents. Il les a fixés, ses yeux allant et venant frénétiquement, cherchant désespérément une faute de frappe, une échappatoire, une falsification, n'importe quoi pour protéger son ego fragile. Il a jeté les papiers, son visage rougissant de colère soudaine et violente. Il a crié, « C'est faux. C'est un mensonge complet. Tu es un mécanicien sale. Tu conduis une vieille ferraille rouillée et tu portes des bottes sales. Tu n'as pas $1 million en espèces. Tu ne peux même pas te permettre de réparer ton propre camion. » J'ai souri, sentant un sentiment profond et sombre de satisfaction absolument m'envahir. J'ai dit, « Tu as raison, Dorian. Je n'ai pas $1 million en espèces. » J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer avant de porter le coup final. J'ai dit, « J'ai significativement plus que cela. » Avant que Dorian ne puisse même assimiler le poids dévastateur de mes mots, la lourde porte vitrée menant à la terrasse au bord du lac s'est ouverte. Le son d'une musique de jazz douce a flotté dans la pièce tendue, suivi immédiatement par la voix joyeuse et polie de ma conseillère en gestion de patrimoine, Kyopi. Kyopi est entrée dans la cuisine, tenant une assiette d'apéritif parfaitement grillée. Elle était vêtue d'une tenue élégante et professionnelle décontractée, ressemblant en tout point à la stratège financière de haut niveau qu'elle était. Elle s'est arrêtée lorsqu'elle a vu les statues figées et horrifiées qui étaient les membres de ma famille. Elle a souri chaleureusement, ignorant complètement la tension toxique qui émanait d'eux. Elle a dit, « Oh, bonjour. Vous devez être la famille de Holden. Ils parlent rarement de vous, mais c'est un plaisir absolu de enfin rencontrer les personnes qui ont élevé un entrepreneur si brillant. Je suis Kyopi, sa gestionnaire de patrimoine. » Gideon l'a regardé sans expression, son cerveau encore complètement court-circuité par le titre de propriété posé sur le comptoir en marbre. Il a murmuré, « Gestionnaire de patrimoine ?» Kyopi a ri, posant l'assiette. Elle a dit, « Eh bien, quelqu'un doit l'aider à allouer tout ce capital. Vous savez, Gideon, vous devez être incroyablement fier de votre fils. J'ai 15 ans d'expérience en finance d'entreprise, et je n'ai jamais vu une entreprise de logistique privée se développer aussi efficacement que la sienne. Nous avons juste finalisé les évaluations trimestrielles vendredi. La valeur de son entreprise a officiellement dépassé le seuil des $6 millions, et ses marges de flux de trésorerie disponibles sont absolument stupéfiantes. Il est facilement l'un des entrepreneurs d'industrie lourde auto-entrepreneurs les plus prospères de tout l'État. Les mots les ont frappés comme des coups physiques. $6 millions de valeur d'entreprise, flux de trésorerie stupéfiant. Kyopi lançait nonchalamment des chiffres qui faisaient ressembler le pathétique manoir hypothéqué $1,5 million de Dorian à une maison de jouets en plastique. Le visage de Dorian s'est tordu en un masque de rage pure et non adultéré. Toute son identité, tout son sentiment de supériorité était construit sur la base de mon échec perçu. Sans cela, il n'était rien d'autre qu'une fraude noyée dans les dettes. Il a pointé un doigt tremblant vers moi, sa voix craquant hystériquement. Il a crié, « Je me fiche de ce que dit un comptable fantaisiste. Tu es toujours un sale entrepreneur. Tu travailles toujours dans la boue. Je suis un PDG dans le secteur technologique. Je possède un manoir. Tu n'es qu'un terrassier glorifié qui a eu de la chance. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée de la maison s'est ouverte en un clic. Des pas lourds et confiants ont résonné dans le foyer. Mon directeur des opérations, Orson, est entré dans le salon.
Il portait ses vêtements de travail robustes habituels, tenant un épais dossier juridique d'allure officielle sous le bras. Orson a regardé la scène chaotique dans la cuisine, a levé un sourcil vers moi et a souri légèrement. Il a dit, désolé d'interrompre la réunion de famille, patron, mais j'ai les documents finaux exécutés que vous vouliez voir. J'ai tendu la main. Orson s'est approché et m'a remis l'épais dossier. Je l'ai ouvert lentement, laissant la tension dramatique emplir la vaste pièce. J'ai regardé Dorian, mon expression complètement plate, totalement dépourvue de toute sympathie. J'ai dit, tu as raison, Dorian. Tu possèdes un manoir. Un manoir qui s'enfonce actuellement dans la boue parce qu'il a été construit sur de l'argile molle par un promoteur en faillite. Un manoir qui nécessite une réparation d'urgence de la fondation de 65 000 $, avant que la banque ne le saisisse et ne te laisse complètement sans abri. La tête de Gideon a pivoté vers moi, ses yeux écarquillés par une panique renouvelée. Delphi a laissé échapper un petit halètement terrifié. J'ai sorti le contrat exécuté du dossier, et je l'ai déposé sur l'îlot de marbre, juste à côté de mon titre de propriété. J'ai dit, malheureusement pour toi, la société de courtage représentant ta banque était incroyablement désespérée de trouver un entrepreneur en machinerie lourde, prêt à prendre en charge un tel travail de renforcement d'urgence à haut risque. Ils ont contacté une filiale privée appelée CNB Holdings. Cette filiale a signé le contrat de réparation d'urgence vendredi. J'ai tapoté la ligne de signature sur le document. J'ai regardé directement dans les yeux terrifiés et injectés de sang de Dorian. J'ai dit, CNB Holdings est ma société, Dorian. Je suis ton entrepreneur. Et parce que tu es complètement fauché, le courtier a autorisé la réparation comme une obligation de dette directe, garantie par ton capital restant. Je suis ton créancier. Le taux d'intérêt que tu as signé est de 18%, composé mensuellement, avec de sévères pénalités pour les paiements en retard. Mes foreuses seront à ton château qui s'enfonce à 6 heures du matin, ce lundi. Si tu manques un seul paiement, je saisirai personnellement ta maison, la confisquerai, et la vendrai à la ferraille. Dorian a chancelé en arrière, heurtant durement le réfrigérateur en acier inoxydable. Il a glissé, se tenant la tête dans les mains, complètement brisé. Le garçon en or venait de réaliser que le bouc émissaire invisible tenait toute sa vie dans la paume de sa main, tachée de graisse. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire jusqu'ici. Si vous regardez toujours, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec les mots « toujours là ». C'est un petit insigne d'honneur qui montre que vous êtes resté pour la meilleure partie de la vengeance. Et je likerai et répondrai personnellement à chaque commentaire qui inclut cette phrase. Gideon a regardé le contrat sur la table, puis m'a regardé, son visage se tordant en un masque de réalisation soudaine et désespérée. La dynamique de pouvoir dans la pièce venait de se renverser complètement, et mon père allait tenter la manipulation la plus pathétique de toute sa vie. Le silence qui a suivi ma révélation était absolu et profond. Le seul son dans l'immense maison était le doux clapotis de l'eau du lac contre le quai privé à l'extérieur, et la respiration saccadée et paniquée de mon frère, glissant le long de la porte du réfrigérateur. Puis la performance a commencé. Deline a été la première à pivoter. Son cerveau, incapable de traiter l'ampleur de son propre échec en tant que mère, est immédiatement passé en mode survie. La femme qui m'avait dit de louer un appartement bon marché dans le quartier industriel, quelques mois auparavant, a soudainement éclaté en larmes théâtrales et violentes. Elle a fait un pas vers moi, tendant les mains comme si elle voulait m'embrasser. Sa voix tremblait d'une fausse émotion. Elle a crié, « Oh, Holden, mon doux, brillant garçon. J'ai toujours su que tu étais spécial. J'ai toujours su que tu avais ce génie incroyable en toi. Nous t'avons poussé si fort parce que nous voulions que tu atteignes ton plein potentiel, et regarde ce que tu as construit. Notre famille est sauvée. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait un pas en avant pour accepter son étreinte. Je l'ai juste regardée, mes yeux froids et complètement morts, tandis qu'elle baissait maladroitement les mains, réalisant que les anciennes tactiques de manipulation n'étaient plus efficaces sur le millionnaire qui se tenait devant elle. Gideon, voyant l'échec de sa femme, a décidé d'adopter une approche différente. Il a redressé sa posture, s'est raclé bruyamment la gorge, et a tenté de reprendre sa voix autoritaire et patriarcale, la voix de l'homme qui dictait ma vie. Il m'a regardé, forçant un sourire raide et peu naturel. Il a dit, « Eh bien, mon fils, tu as certainement prouvé ton point. Tu nous as joué un tour très intelligent, et j'admets que je suis profondément impressionné par ton sens des affaires. Tu es un homme riche. C'est une nouvelle fantastique pour nous tous.
Il a pointé du doigt le lourd contrat de réparation posé sur l'îlot en marbre. Gideon a continué, sa voix dégoulinante d'un sentiment de droit. Alors, voici ce que nous allons faire. Tu vas annuler immédiatement ce contrat absurde. Tu vas envoyer tes équipes de forage réparer la maison de ton frère, lundi matin, entièrement gratuitement. Après cela, tu vas faire un chèque à la banque, pour payer le solde restant de son hypothèque d'1,5 million, et tu vas rembourser ta mère et moi pour nos fonds de retraite. Tu as 6 millions de dollars, Holden. Tu as largement de quoi réparer cette famille. Nous sommes de ton sang. Les frères doivent prendre soin les uns des autres. J'ai regardé mon père. J'ai regardé l'absence totale de remords, l'audace pure et stupéfiante d'un homme exigeant que je lui cède mon empire durement gagné pour sauver le parasite assis sur le sol de ma cuisine. J'ai pris mon verre de vin, j'ai pris une lente gorgée, et j'ai avalé. J'ai dit « non ». Le faux sourire de Gideon a disparu. Il a cligné des yeux, clairement choqué que son ordre ait été refusé. Il a balbutié « excuse-moi ». Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je suis ton père, et je te dis que. Je l'ai coupé, ma voix résonnant sèchement sur les hauts plafonds. J'ai dit, tu as cessé d'être mon père la nuit où tu m'as laissé saigner sous la pluie glaciale, pendant que tu achetais une Rolex pour un fraudeur. Tu m'as dit de trouver un endroit pas cher à louer. Tu m'as dit que mon entreprise était un échec et une punition. Tu m'as dit de ne pas me mêler, pendant que les vrais hommes géraient les gros investissements. J'ai contourné l'îlot, m'approchant de Gideon. Il a reculé instinctivement, réalisant soudain la domination physique et financière que j'exerçais sur lui. J'ai dit, j'ai suivi ton conseil, papa. J'ai trouvé un endroit où vivre, et je me tiens entièrement à l'écart de votre chemin. Votre retraite a disparu parce que vous l'avez parié sur un cheval perdant. La maison de Dorian s'enfonce parce que c'est un fou qui achète des choses pour paraître riche au lieu de bâtir une vraie fortune. Ce contrat sur la table est légalement contraignant. Je ne l'annulerai pas. Je ne le réduirai pas. Dorian paiera 18% d'intérêt sur chaque centime, ou je prendrai sa maison, la raserai, et vendrai le terrain sur lequel elle est construite. Delphine a halté, tombant à genoux à côté de Dorian. Elle a sangloté, tu es un monstre. Tu es un monstre froid et sans cœur. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Je les ai regardés. Un tas pathétique d'ego ruiné et d'illusions brisées, assis sur mon impeccable plancher en noyer. J'ai dit, je suis exactement le monstre que tu as construit, maman. Tu n'aimes juste pas le fait que je ne suis plus enchaîné dans ton jardin. J'ai marché jusqu'à la lourde porte d'entrée en chêne, et je l'ai ouverte en grand. La lumière vive de l'après-midi a inondé le grand hall d'entrée. J'ai fait un geste vers l'allée. J'ai dit, le barbecue est pour mes amis et mes collègues. Vous n'êtes plus les bienvenus chez moi. Prenez votre matelas poubelle, montez dans votre voiture, et quittez ma propriété. Maintenant. Ils n'ont pas argumenté. Ils n'ont pas crié. La finalité absolue de ma voix a complètement brisé leur esprit. Gideon a pratiquement porté Dorian jusqu'à la voiture, Deline les suivant, pleurant hystériquement. Je me tenais sur le portique, sirotant mon vin, et j'ai regardé la berline pathétique faire lentement demi-tour et repasser mes lourds portails en fer. Les portails se sont refermés derrière eux, se verrouillant avec un clic mécanique fort et satisfaisant. Ils étaient hors de mon monde, complètement et pour toujours. 6 mois, c'est un temps étonnamment court, quand on est occupé à développer un empire logistique de plusieurs millions de dollars. Mais c'est une éternité absolue, lorsque toute votre vie s'effondre rapidement dans un gouffre de dettes et d'humiliation. Les conséquences de cet après-midi de dimanche ont été complètement brutales, et elles se sont déroulées exactement comme les mathématiques et les contrats légaux l'avaient dicté. Je n'ai pas levé le petit doigt pour les détruire. J'ai simplement laissé les conséquences naturelles de leur propre arrogance stupéfiante suivre leur cours. Mon équipe de construction est arrivée au manoir en train de sombrer de Dorian, pile à 6 heures du matin ce lundi-là. Ils ont enfoncé d'énormes pieux en acier profondément dans le substrat rocheux, stabilisant la fondation fissurée. Le travail d'ingénierie était impeccable, exécuté avec la précision pour laquelle mon entreprise était connue, mais la facture était un poison absolu. Dorian, complètement à court d'argent et incapable d'obtenir de nouveaux financements pour sa start-up technologique frauduleuse, a fait défaut sur le tout premier paiement. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas discuté avec lui. J'ai simplement remis le dossier à mon équipe juridique d'entreprise. Ils ont agi avec une efficacité impitoyable.
Dans les 90 jours, nous avons initié des procédures de saisie contre la propriété. La banque, réalisant que l'actif était gravement compromis et que le propriétaire était complètement insolvable, a refusé de nous combattre. Dorian a été officiellement expulsé de son château d'1,5 million, un froid mardi matin de janvier. Il a laissé derrière lui les meubles italiens importés, pour lesquels il avait refusé de payer les frais de livraison, simplement parce qu'il n'avait pas les moyens d'un camion de déménagement pour les emporter. J'ai saisi la propriété, l'ai immédiatement mise sur le marché de gros pour exactement le coût des réparations et le reste de la dette bancaire, et je m'en suis complètement lavé les mains. Mais la dévastation ne s'est pas arrêtée avec Dorian. Gideon et Deline avaient co-signé les prêts d'acompte originaux, utilisant leur propre résidence principale comme garantie. Lorsque le château de cartes financier de Dorian s'est effondré, il a emporté leur retraite avec lui. La banque a saisi leur confortable maison de banlieue juste 3 semaines après que Dorian ait perdu la sienne. J'ai reçu la nouvelle, non pas d'eux, mais d'une alerte d'annonce immobilière locale que j'avais discrètement mise en place. J'ai traversé leur ancien quartier un après-midi, assis anonymement dans mon camion Ford rouillé, et j'ai regardé la banque apposer un avis de saisie jaune vif sur leur porte d'entrée. Ils ont tout perdu. Les abonnements au club de golf, les dîners coûteux, l'image soigneusement construite de supériorité de la classe moyenne supérieure, tout a disparu du jour au lendemain. N'ayant absolument nulle part où aller, et zéro économie à leur nom, Gideon, Deline et Dorian ont été forcés de déménager dans un petit appartement exigu de 2 chambres, à l'extrême périphérie de la ville. Il était situé dans un immeuble délabré, à côté d'un bruyant triage ferroviaire industriel. C'était, ironiquement, la définition exacte de la location bon marché qu'il m'avait si nonchalamment dit de trouver pour moi-même, quelques mois auparavant. La justice poétique de la situation était presque accablante. L'univers a un sens de l'humour très sombre, lorsqu'il s'agit d'équilibrer les échelles du karma. Quelques semaines après qu'ils aient emménagé dans leur nouvelle réalité misérable, mon téléphone a vibré, alors que j'étais assis à mon bureau, examinant des plans d'expansion. C'était un message texte d'un numéro non enregistré, mais j'ai su instantanément qui c'était. C'était Gideon. Le message était un long paragraphe décousu, complètement dépourvu de son ancienne arrogance. Il puait le désespoir. « Holden, s'il te plaît. Je sais que nous avons fait de terribles erreurs. Je sais que nous t'avons déçu, mais les choses sont extrêmement graves ici. Dorian est gravement déprimé, et ne peut plus trouver de travail dans le secteur technologique. Personne ne l'engagera. Nous avons à peine les moyens d'acheter des courses ce mois-ci. S'il te plaît, je t'en supplie. Peux-tu lui trouver un poste dans ton entreprise de logistique? Même si ce n'est qu'un travail au salaire minimum, à balayer les sols de ton parc de véhicules, ou à travailler comme gardien de sécurité la nuit. Nous avons juste besoin d'une bouée de sauvetage. S'il te plaît, aide ton frère. J'ai fixé l'écran lumineux de mon téléphone. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni pitié, ni justification, juste un vide creux et retentissant, là où résidait autrefois mon amour pour ma famille. Ils ne voulaient pas se réconcilier. Ils avaient juste faim. Et j'étais la seule personne restante avec un garde-manger plein. J'ai pensé au gel glacial. J'ai pensé à la Rolex de 15 000 $. J'ai pensé au billet de 20 $ que Dorian avait jeté à l'arrière de mon camion. J'ai lentement tapé une réponse, m'assurant que chaque frappe portait le poids des 29 dernières années de ma vie. J'ai écrit, je n'ai aucun poste de direction disponible, papa. Et le travail manuel n'est pas une carrière. Rappelle-toi, c'est une punition. Dorian doit se concentrer sur ses investissements de haut niveau. Dis-lui de commencer petit. Petit pas. Bonne chance. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro de façon permanente, les effaçant effectivement de mon existence numérique, tout comme je les avais effacés de ma vie physique. Le soleil commençait juste à se lever sur la surface calme et vitreuse du lac Norman. Le ciel était peint de coups de pinceau brillants de violet profond et d'orange ardent, se reflétant parfaitement dans l'eau. Je me tenais sur le vaste balcon du 2e étage de mon domaine d'1 million $, enroulant mes mains autour d'une tasse fumante de café noir, respirant l'air frais et vif du matin. Je portais ma vieille veste de travail en jean délavé, celle avec les taches de graisse qui ne s'étaient jamais complètement effacées. Dans l'allée en contrebas, mon vieux camion Ford rouillé de 20 ans était garé juste à côté de la Porsche étincelante. La plupart des gens verraient cette scène comme une contradiction.
Il se demanderait pourquoi un homme qui possédait une entreprise de 6 millions de dollars et un manoir privé porterait toujours une veste abîmée et garderait un véhicule qui aurait sa place dans une casse. Mais ce n'était pas du tout une contradiction. C'était le cœur absolu de mon identité. La veste et le camion étaient les seules choses dans ma vie qui ne m'avaient jamais menti. Ils représentaient les semaines de travail épuisantes et angoissantes de 100 heures. Ils représentaient les nuits glaciales passées à dormir sur le sol en béton d'un garage, le sang que j'avais vendu pour acheter des pièces de rechange, et la discipline absolue et incassable requise pour me sortir de la fosse toxique que ma famille avait creusée pour moi. Mes parents et mon frère croyaient que le succès était un costume que l'on enfilait pour impressionner les voisins. Ils croyaient que la richesse était définie par le prix de votre montre ou la superficie de votre maison hypothéquée. Ils ont couru après l'illusion de la grandeur, et cela les a complètement détruits. J'ai appris à la dure que le vrai pouvoir ne vient pas en criant vos réalisations sur les toits. Le vrai pouvoir, c'est d'entrer dans une pièce avec des bottes sales, sachant absolument que vous pouvez acheter tout le bâtiment en espèces si vous le souhaitez. C'est la confiance silencieuse et terrifiante qui vient de la survie aux pires choses que le monde et votre propre sang peuvent vous jeter, et d'utiliser ces pierres pour construire une forteresse impénétrable. J'ai pris une profonde gorgée de mon café, sentant la chaleur irradier dans ma poitrine. J'ai regardé les immenses portails en fer au bout de mon allée, sachant qu'ils étaient bien verrouillés, gardant le bruit toxique de mon passé complètement à l'extérieur. J'avais construit mon empire dans un silence absolu. J'avais transformé leur sous-estimation de moi en arme. Et quand ils ont finalement exigé que je m'immole pour maintenir leurs illusions au chaud, je suis simplement parti, et je les ai laissés geler dans l'hiver qu'ils avaient créé. Certains de mes proches ont finalement découvert ce qui s'était passé. Quelques-unes de mes tantes et oncles ont essayé de me contacter, m'envoyant des messages de colère, me traitant de monstre de sang-froid. Ils m'ont accusé d'avoir impitoyablement saisi la maison de mon propre frère, et d'avoir laissé mes parents âgés pourrir dans la pauvreté, tandis que je vivais dans un manoir de luxe. Ils ont dit que la famille est censée tout pardonner. Mais je suis complètement en désaccord. Le pardon est un cadeau pour les personnes qui font preuve de remords, pas un laissez-passer gratuit pour les parasites qui ne s'excusent que lorsqu'ils n'ont plus l'argent des autres à dépenser. Je ne les ai pas détruits. J'ai juste cessé d'être leur bouclier contre les conséquences de leurs propres actions. Alors, je vous pose la question finale, à vous, le public. Ai-je été trop cruel? Ai-je franchi une ligne en saisissant légalement la maison de mon frère, et en ignorant les supplications de mes parents pour un sauvetage financier? Ou bien, les laisser se noyer dans leurs propres dettes fabriquées, était-ce exactement le genre de justice sévère qu'ils méritaient, après une vie passée à me traiter comme des ordures? Faites-moi part de vos pensées, et partagez vos propres expériences avec les dynamiques familiales toxiques dans la section des commentaires ci-dessous. Je lis autant que possible, et cela aide toujours de savoir qu'aucun de nous n'est seul face à ce genre de situation. Si vous avez trouvé mon histoire satisfaisante, veuillez soutenir, en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à la chaîne, pour d'autres histoires absolument réelles et non filtrées du karma à l'œuvre. Merci de votre écoute. Restez fort, protégez votre paix, et ne laissez jamais personne vous convaincre de vous excuser pour votre propre succès.